La porte. Bonsoir à toutes et tous, il est 19h, soyez les bienvenus pour cette deuxième édition de Jeudi l'Info sur Fréquence ESJ. Voici la liste non exhaustive des sujets que nous aborderons ce soir. L'actualité, c'est tout d'abord l'attaque à la voiture bélier sur l'île d'Oléron qui a fait plusieurs blessés. L'actualité, c'est aussi une bonne nouvelle, celle de la libération de Cécile Collaert et Jacques Paris après plus de 3 ans de détention à Téhéran. C'est aussi l'élection de Zohran Mamdani, musulman et socialiste, à la tête de la plus grande ville des États-Unis, élection qui vient complètement rebattre les cartes du jeu politique américain. Notre rubrique sport évoluera entre déception française en Ligue des Champions et excellence italienne au Master 1000 de Paris. Et enfin, dans notre page culture, Abderrahim nous en apprendra plus sur Ino Casanova, l'étoile montante du rap français. Mais tout d'abord, le flash info d'Abderrahim. Un homme a été interpellé après avoir volontairement percuté des piétons avec son véhicule hier matin sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Bilan de l'attaque, 5 blessés dont 2 en état grave. Le parquet de La Rochelle indique que le suspect a crié Allahu Akbar au moment de son arrestation. Le suspect nommé Jean G a été interpellé par 4 gendarmes qui ont dû user d'un taser pour le maîtriser alors qu'il tentait d'incendier son véhicule. L'individu était déjà connu des services de la gendarmerie pour des problèmes d'alcoolémie et de stupéfiants selon le maire de la ville. La plateforme chinoise Shein, qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement, se voit menacée par le gouvernement français. Après le scandale des poupées sexuelles, l'exécutif a annoncé suspendre la plateforme le temps qu'elle se conforme aux normes et lois en vigueur en France. Dans la foulée, le géant de la fast fashion a annoncé suspendre sa marketplace. Mardi, le ministre de l'économie Roland Lescure a expliqué que l'Arcom et la justice ont été saisis, ajoutant qu'en cas de récidive, il demanderait à ce qu'on interdise l'accès à la plateforme en France. Il y aura donc une enquête judiciaire qui devrait identifier les raisons pour lesquelles ces objets se sont retrouvés sur le site. Au Soudan, depuis la prise d'El Fasher le 26 octobre par les forces de soutien rapide, l'ONU et plusieurs témoignages dénoncent des massacres, viols et déplacements massifs de civils. Selon un rapport du laboratoire de l'université Yale, des images satellites montrent des activités d'élimination de corps et des traces de fosses communes près d'une mosquée et d'un ancien hôpital pour enfants transformé en centre de détention. Le laboratoire évoque même un massacre en cours sur ce site. D'autres indices d'effacement de preuves et d'enlèvement de corps ont été observés autour de la ville assiégée. Depuis avril 2023, la guerre entre l'armée et les paramilitaires continue de ravager le Soudan, désormais focalisé sur la région stratégique du Kordofan. Merci beaucoup Abderrahim. C'est la bonne nouvelle de cette semaine. Mardi, Emmanuel Macron a annoncé la libération de Cécile Collaert et Jacques Paris, emprisonnés depuis le 7 mai 2022 par le régime iranien pour des soupçons d'espionnage. L'annonce de leur libération a été partout ressentie comme un grand soulagement. Bonsoir Axel. Tu as fait un petit tour d'horizon de ce qu'il s'était dit par rapport à cette libération dans les médias. Passionnés de littérature et de voyage, ils voulaient parcourir ensemble cet immense pays qu'est l'Iran. Ils auront finalement passé plus de 3 ans dans la sinistre prison d'Evin. C'est ce qu'on peut lire dans le Dauphiné libéré qui a dressé leur portrait au lendemain de leur libération. Alors évidemment, tous les titres de presse française relaient l'info. Et un mot ressort, soulagement. Le soulagement après leur libération, titre France Info, la fin d'un très long calvaire pour le Figaro. Ouest France attaque son article par les mots d'Emmanuel Macron, soulagement immense. France Info toujours offre le premier témoignage du père de Cécile Collaert. C'est aussi soudain que les enlèvements, vraiment on est sous le choc, on est vraiment heureux, raconte-t-il. Quelques médias choisissent le reportage pour plonger le lecteur en immersion dans cette joie. Sur la place de la République, des klaxons retentissent, des passants en voiture partagent la joie des proches de Cécile Collaert. Peut-on lire dans l'Alsace un reportage dans le village de naissance de Cécile Collaert. Du côté des médias audiovisuels, tout le monde évidemment s'est battu pour avoir les premières réactions. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot était l'invité de France 2 mardi soir, quelques minutes seulement après l'annonce, et puis il était également au micro de RTL mercredi matin. Au lendemain de la libération, une fois l'émotion passée, on peut lire quelques articles sur leurs conditions de détention, leur santé, mais un thème est mis en avant, les conditions de cette libération. Ouest France propose un décryptage qui titre 3 questions que pose leur libération. France 24 s'interroge sur la date de leur retour en France. Libérés mais pas libres, peut-on lire. Le Monde titre des tractations discrètes en référence à l'échange des 2 otages français contre un otage iranien. CNews se saisit du sujet avec cet article. Arrêtée en février dernier pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, la ressortissante iranienne a été libérée de sa prison française. La trentenaire est soupçonnée d'avoir établi en France une cellule de diffusion de contenu de propagande sur les réseaux sociaux, dont un certain nombre relevés pour la justice de l'apologie d'un acte de terrorisme, peut-on lire dans Libération.
Merci Axel, et une bonne nouvelle encore, mais cette fois seulement pour la frange radicale du Parti démocrate américain qui a remporté hier la municipalité de New York en la personne de Zoran Mamdani, ce candidat étonnant qui a su fédérer une grande majorité de New-Yorkais, plus qu'aucun candidat avant lui. Bonsoir Julia. Bonsoir, c'est un tournant historique à New York. Zoran Mamdani vient de remporter l'élection municipale avec le plus grand nombre de voix depuis les années 1960. Dans une période où la participation électorale est en chute libre aux États-Unis, les New-Yorkais ont fait mentir la tendance. Plus de 2 millions d'électeurs ont déposé leur bulletin dans l'urne, soit presque le double du scrutin depuis 2020. Mamdani, socialiste démocrate et figure montante de la gauche new-yorkaise, a su rallier un électorat large grâce à un programme résolument social. Garderie gratuite, bus gratuit et gel des loyers. Des propositions qui ont séduit un électorat jeune, urbain et populaire. Il devient ainsi le premier candidat depuis John V. Lindsay en 1969 à franchir le cap symbolique du million de voix dans les 5 arrondissements de la ville. Un véritable raz-de-marée électoral donc, mais qui sont donc ces électeurs ? Les statistiques ne mentent pas. Avec des promesses comme le gel des loyers et la gratuité des bus, bien sûr, les locataires et les usagers des transports publics ont massivement voté pour Mamdani. A l'inverse, les propriétaires et les automobilistes sont tournés vers son adversaire Cuomo. La fracture est ainsi socioculturelle. Mamdani domine dans les quartiers noirs et hispaniques, alors que Cuomo conserve davantage les zones à majorité blanche et plus aisées. Une chose est sûre, cette élection marque le retour en force de l'engagement politique à New York, une ville qui, après des années d'abstention, semble avoir retrouvé le goût du vote et du changement. Merci Julia. Elle, pour le coup, ne fait pas, mais alors pas du tout l'unanimité, je parle de Chine. Et aujourd'hui, avec Félix, on s'intéresse à Donald Tang. Cet élégant homme d'affaires, à l'air décontracté mais discret, a joué un rôle clé dans l'ouverture du premier magasin physique d'ultra fast fashion. Retour sur le parcours du président exécutif de Chine, véritable caméléon du business. À 17 ans, le jeune Donald fait la plonge dans un restaurant de la ville de Santa Ana, en Californie. Originaire de Shanghai, il s'était pris d'une fille, Jean, qui l'a suivi aux États-Unis. Ainsi, par amour, il débarrasse les tables sans prendre de commande, il ne balbutie encore que quelques mots d'anglais. Mais Donald persévère, il atteint le poste d'assistant de direction et se considère heureux. Mais pas assez, pas question d'en rester là. Quelques années plus tard, il décroche un bachelor en ingénierie chimique. Problème, pas de boulot, mais une fois encore, il ne baisse pas les bras. Il décide de devenir courtier en répondant à une petite annonce. Aidé de mentors, il fait ses armes à la fin des années 80 chez Merrill Lynch & Co. et Lehman Brothers. Il émane un parfum de rêve américain classique dans cette carrière naissante. Et qu'est-ce qui fait de Donald Tang un personnage si atypique ? Sa double culture. Il allie à la perfection cette humilité et discrétion héritée de ses origines chinoises et le besoin de voir plus loin qu'il a assimilé en Californie. C'est la confiance incarnée, serein face au lendemain. La clé, travailler, ne pas reculer et évacuer les regrets. En 1992, il rentre chez Bear Stearns, une des plus grandes banques d'investissement du monde. Un an plus tard, à 30 ans, il devient chef exécutif du secteur Asie-Pacifique, un phénomène de précocité. Jusqu'en 1999, il est en poste à Hong Kong où il y développe les activités en ouvrant des bureaux en Chine ou encore à Singapour. Pendant ces années, il façonne un réseau au sein du gouvernement chinois, joue le rôle d'intermédiaire pour des projets hollywoodiens internationaux, et le tout avec succès. Il devient un véritable faiseur de pont entre deux mondes. Mais l'aventure s'arrête en 2008 quand Bear Stearns coule avec la crise économique. En 2015, Tang lance Tang Media Partners pour financer et développer des projets entre la Chine et Hollywood. Puis Shein le débauche en 2022. Et il joue un rôle important et il est presque parfait pour cela. À cette époque, si Shein est déjà en top des ventes sur le marché américain et européen, son image auprès des instances dirigeantes et d'une partie de la population reste très dégradée. Elle est accusée et parfois condamnée pour violation de droits humains ou encore non-respect de normes environnementales. La nécessité de se légitimer se fait de plus en plus urgente. Conseiller officieux du PDG depuis plusieurs mois, il est nommé président exécutif en 2022 de la marque. L'objectif est d'asseoir la marque comme une référence dans l'industrie du textile. Avec une solide expérience, un carnet d'adresses fourni et une image irréprochable, Donald Tang est le candidat idéal. Il devient donc le visage de la marque à l'international et dessine la grande stratégie de développement. Il jongle entre interviews, rendez-vous avec les autorités de régulation et expansion du groupe.
Ce poste ressemble à une forme de consécration pour le désormais soixantenaire, mais c'est aussi un véritable challenge. Le grand chantier de l'entrée de Shein au New York Stock Exchange a échoué et pour l'heure, son image reste encore fortement imprégnée de scandales. Ce qui nous amène à ce 5 novembre 2025, mercredi dernier donc, Shein réalise l'exploit d'ouvrir son premier magasin physique. C'est le début du plan de Donald Tang qui vise une implantation plus large en France. Tout en poursuivant la stratégie de légitimation en utilisant l'image du BHV, il réalise un pied de nez aux autorités françaises. La force de persuasion de Donald Tang est encore bien aiguisée. Merci Félix, et on rappelle aux amateurs et aux détracteurs de Shein que le magasin a ouvert hier au BHV. Profitez-en ou n'en profitez pas, c'est l'heure de notre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec un triste bilan, 2 défaites et un ballon d'or blessé. Bonsoir Louis. Comment vont nos clubs en Europe ? Bonsoir Briac. Donc semaine très chargée pour nos clubs français sur la scène européenne. On a eu de belles rencontres qui étaient au programme. On a eu une semaine très agitée et elle n'est toujours pas finie. Donc coup d'arrêt donc, pour le PSG battu à domicile par les Allemands du Bayern Munich 2-1. C'est une rencontre au cours duquel les Parisiens n'auront pas réussi à prendre le jeu à leur compte. Donc sur un doublé de Luis Diaz, le Colombien, le Bayern a pris l'avantage avant la mi-temps. Les assauts parisiens en seconde période auront été malheureusement vains, malgré la réduction de l'écart par Joao Neves. Mais la rencontre aura notamment été marquée par les blessures de plusieurs joueurs importants du PSG, avec Dembélé, comme tu l'as dit, qui est sorti autour de la 25e minute pour un coup reçu à la jambe. On ne connaît pas vraiment encore sa durée d'indisponibilité, même si les médias l'estiment à 2-3 semaines. C'est plus grave cependant pour Achraf Hakimi, qui souffre lui d'une sévère entorse de la cheville et qui sera absent environ 2 mois. Sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations est sérieusement compromise. Nuno Mendes est quant à lui absente pour une durée minimale d'1 mois. Donc l'hécatombe du début de saison se poursuit côté parisien. Et au classement, ils sont 5e du classement avec 9 points en 4 journées. Du côté du Rocher, c'est un sacré coup de la part des Monégasques qui se sont imposés sur la plus petite des marges contre les valeureux Norvégiens de Bodo Glimt. Un déplacement qui était sur le papier périlleux où bon nombre d'équipes s'y sont cassées les dents. Folarin Balogun a été le seul et unique buteur de la rencontre et les Monégasques ont enregistré donc leur première victoire de la saison en Ligue des Champions et se relancent dans la course au barrage où ils pointent à la 19e place avec 5 points. Et alors, il y a eu une polémique autour du match de l'OM. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Bien sûr, donc nouvelle défaite pour l'Olympique de Marseille qui a été battu par les Italiens de l'Atalanta Bergame hier. Donc ils ont été inoffensifs une bonne partie du match et les Marseillais donc pensaient approcher la victoire en fin de match sur un penalty qui a été refusé par l'arbitre et qui en a découlé donc sur un superbe but des Italiens de la part de Samardzic. La polémique a enflé aujourd'hui dans la presse internationale où certains parlent même de scandale ou de vol pour les Marseillais. Les pensionnaires de la cité phocéenne pointent désormais à la 25e place, hors qualificative, et sont désormais dos au mur. Il leur faudrait 3 victoires sur les 4 prochaines rencontres pour tenter de valider leurs objectifs initiaux. Et qu'en est-il de nos 3 clubs engagés en Euroleague alors ? Alors Lyon, Nice et Lille jouent en Europa League ce soir, respectivement contre le Betis Séville, Fribourg et Belgrade, où premièrement les Lyonnais voudront poursuivre leur sans faute en Coupe d'Europe. L'OGC Nice, quant à lui, tente de déjouer la statistique criante qui pèse sur eux, 16 matchs consécutifs en Europe sans victoire et avant-dernier du classement. Alors on se parle, ils perdent actuellement 2-1 à domicile donc contre Fribourg, et le LOSC tente de repartir vers l'avant après un revers à domicile contre les Grecs de Salonique. C'est un déplacement périlleux pour le LOSC qui les attendent ce soir à Belgrade. Merci Louis. Lui n'est pas français, mais c'est bien en France qu'il a encore déployé l'étendue de son talent et recouvert sa place de premier mondial. Et il s'agit évidemment de Yannick Sinner. L'Italien s'est imposé ce dimanche face au Canadien Félix Auger-Aliassime au terme d'un match parfaitement maîtrisé. Matteo. Il avait perdu sa place, il la reprend avec autorité. Sur le nouveau cours de Paris La Défense Arena, Yannick Sinner a déroulé. Il gagne en 2-7, 6-4, 7-6 et remporte le premier titre à Nanterre. Plus régulier et plus précis, l'Italien a su étouffer Auger-Aliassime, incapable de le breaker du match. À 24 ans, Sinner sauve bien plus qu'un trophée. Il redevient un numéro 1 mondial, symbole d'une saison moins dominante, mais toujours aussi constante. Car depuis 2 ans, le tennis semble tourner autour de 2 noms, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. À eux deux, ils ont remporté les 4 tournois du Grand Chelem cette année, dont 3 finales l'un contre l'autre. Et ce Rolex Paris Master l'a encore montré. Alcaraz, éliminé dès le premier tour, Zverev balayé par l'Italien 6-1, 6-1, et un public parfois frustré de voir Sinner si seul, trop seul même, dans sa domination. Même gêné par le dos, il a traversé le tournoi sans concéder un seul set.
À ce niveau, Sinner ne se contente plus de gagner, il recherche la perfection, une démonstration de calme et d'efficacité qui lui permet d'arriver à Turin au Master de fin d'année en patron. Devant son public, Sinner tentera de rééditer son exploit de l'an dernier en allant chercher le titre à domicile. Mais cette fois, Carlos Alcaraz, qui n'a jamais encore remporté ce tournoi, compte bien lui barrer la route en espérant une dernière bataille pour clôturer cette belle année. Merci beaucoup Mathéo. Eux, pour le coup, sont bien de chez nous. Ils avaient tenté une première ébauche de leur émission il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, avec plus ou moins de réussite. Ils retentent leur chance ce soir avec de nouvelles analyses un peu bancales et jamais très objectives. C'est l'heure de Patou Chamourac, j'ai bien dit cette fois. Oui. Bonsoir Théo et Clémence qu'on attend. Qui arrive, qui s'équipe évidemment. Voilà. Alors, Théo et Clémence, on vous retrouve aujourd'hui pour discuter de touches, de perches, d'enjeux et de plaquages. Bon, enfin bref, comme d'habitude, pour ne pas changer. Alors, quelles sont les nouvelles côté top 14 ? Depuis la dernière émission, beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas ? Et oui, effectivement, les choses ont même bien changé. Bon, en même temps, il s'est écoulé quasiment 2 semaines entre les 2 émissions, mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous sommes tous très sérieux et nous allons le prouver. On va parler directement de notre pari qu'on a fait avec Clémence, on s'en rappelle, pari sportif amical. Souvenez-vous, on avait dit que si le Stade Toulousain ne gagnait pas le top 14, ce qui déjà n'est pas gagné, je parie que Bordeaux allait avoir ses chances et Clémence parie que La Rochelle allait avoir ses chances. Alors, nous avions été très mauvais dès le début de la saison, mais finalement, peut-être avions-nous le nez creux, car oui, l'UBB est remonté à la 3e place, 3 victoires de rang pour eux, notamment grâce à une magnifique victoire sur le terrain de Castres, et ce malgré les absences des internationaux Penaud, Jalibert, Lucu, Bielbarré, du beau monde. Mais ça a été aussi le cas de La Rochelle qui se relance à la perfection. Bravo Clémence. Et oui, ils montent eux à la 6e place, 3e victoire de suite aussi pour eux. On peut dire merci à notre très apprécié Grégory Aldrit, auteur du premier essai contre le Racing, qui revient de plus en plus en forme sur le devant de la scène. Lui qui galère un peu plus depuis l'année dernière. Et au final, La Rochelle écrase donc le club francilien 33-6, emballé, c'est pesé. Et oui, d'ailleurs Clémence, je vais faire un petit aparté. Je pense qu'on va changer les termes de notre pari parce que sinon, il n'y aura malheureusement aucun vainqueur. Alors, on y réfléchit pour la prochaine fois. Mais bon, cette fois-ci, je vais t'embarquer avec nous, Briac, et je vais te poser une simple question. Je ne vais pas te demander si tu veux parier, mais plutôt sur quelle équipe tu veux parier. Écoute, je vais être un petit peu plus joueur que toi. Moi, je prends les paris sur Clermont. Voilà, c'est mon équipe de cœur. Ah mince, zut, on n'a vraiment pas été tendre avec toi la dernière fois du coup, mais écoute, je vais continuer sur ma lancée, je compte pas m'arrêter de les piquer, parce qu'il faut s'en rappeler quand même, il y a 2 semaines, on vous a mis une sacrée déculottée avec Bayonne, on vous a mis 40 pions, passé t'imagines, voilà, Capilla, Grand Capilla, Carrera, c'était fabuleux, 2 essais dans le match. Là par contre ça remonte à un peu plus longtemps, nous on est là pour parler d'actualité, donc les matchs il y a 2 semaines on oublie un peu quoi, t'es gentil. Oui, comme d'hab Théo, tu t'emportes un peu trop quand on parle de Bayonne. Après, on peut le comprendre, les Basques ont encore réalisé un match extraordinaire le week-end dernier en mettant presque 50 points contre Montauban. C'était du grand art, 7 essais quand même. Et oui, et malheureusement, je vais pas oublier les Clermontois quand même. Je vais pas les oublier pour autant. Ils ont gagné certes à l'extérieur, mais voilà, c'était une victoire, le strict minimum, à peine 9-3. Et comme dirait Christophe Furios, on l'écoute. Ouais, Christophe Furios doit sûrement être au bar, c'est pas grave. Et c'est si la régie veut bien passer le son. Oui, la régie est censée nous expliquer quand. Écoutez, dans tous les cas, la blague tombera à l'eau, mais comme j'allais le dire, on ne comprend jamais rien à ce que dit Christophe Furios en conférence de presse, un petit peu comme nos amis perpignanais, on ne comprend pas ce qui se passe dans leur jeu en ce moment. Oui, effectivement, Perpignan qui a tout de même réussi in extremis à gagner un petit point, enfin un point quoi, ça reste un point, juste un bonus défensif, bon c'est déjà ça, mais c'est Pau qui gagne le match et reste donc sur le podium. Bon, ouais, maintenant rapidement une petite phrase sur la performance de Toulon, voilà, qui a quand même eux aussi passé 50 plaques contre Lyon, une grosse performance, notamment des avants, Bobigny, Priso, Olivon qui ont fait un match magnifique, mais surtout de Baptiste Serin qui, comme à son habitude, a été exemplaire dans le jeu, mais qui malheureusement ne sera pas sélectionné une fois de plus par Fabien Galtier dans la liste des 42 pour préparer la tournée d'automne. Bon, avant de parler de la tournée d'automne, forcément on parle de rugby, on va devoir encore une fois parler de Toulouse. Le grand Stade Toulousain, premier au classement pour la seconde fois depuis le début de la saison, j'imagine que tu es contente Clémence ? Et évidemment, j'en ai même sauté au plafond quand c'est arrivé, Théo tu étais là. Bon,
Bon, pas littéralement, sinon les gens au bar auraient trouvé ça bizarre. Mais quelle victoire pour Toulouse. Et oui, on peut largement remercier notre Italien national, Ange Capozzo, et surtout le jeune Calvin Gourg, qui a fait une entrée également fracassante, dynamique, agressive à l'impact. Il marque sur une action qui fait tout seul, à base de petits raffus et courses tranchantes. Il nous sauve le match, en gros. Et oui, on peut dire que c'était un Stadim Pico assez fou. Le Stade français n'a rien voulu lâcher. Avant, il avait même dominé le Stade toulousain en première période. Mais bon, malheureusement, c'était pas suffisant. Et les jeunes au Stade toulousain ont pris le relais, contrairement à Baptiste Serin. Il y en a certains qui sont en ce moment à Marcoussis, tels que Gourg, on l'a cité, mais Cramon ou Bertrand. Mais justement, en parlant des Bleus, alors l'équipe de France va commencer sa tournée d'automne ce samedi, et pas contre n'importe qui. Et alors, justement, l'entraîneur et sélectionneur Fabien Galtier, il a ramené pas mal de petits nouveaux dans l'équipe. Oui, effectivement, Briac Galtier a décidé de renouveler un peu l'effectif des Bleus et de nous apporter un peu de fraîcheur dans cette nouvelle composition. Il faut compenser quand même l'absence de Dupont. D'ailleurs, Dupont, parlons-en, parce que voilà, il a été mis à l'honneur, il a re-signé au Stade toulousain, il était présent à Ernest Vallon, et il s'avère qu'il sera aussi présent lors de la tournée à Marcoussis. Alors, il ne va pas jouer, il aura plus un rôle d'encadrement des jeunes, quoi. Exactement. Et donc, résultat, il a également, sur la pelouse de Ernest Vallon, il a signé son contrat de renouvellement. Donc, il jouera encore sous le maillot rouge et noir du stade jusqu'en 2031. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Juste une dernière chose avant qu'on se quitte. Voilà, il y a France-Afrique du Sud samedi. C'est quoi vos pronos un petit peu, là, comme ça, à la louche? Bon, je vais me lancer, je vais me mouiller, je commence Clémence, mais en tout cas, j'espère une grosse déculottée pour les Sud-Africains, sous des airs un peu de revanche quand même de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. En plus, c'était au Stade de France, c'est symbolique. Effectivement, oui. Je suis du même avis. Non, mais en chiffres. En chiffres Ah oui. Allez, on va passer les 50 points. Je pense pas. 52-17. Et 33-27. Ouais, bon, on espère autant en tous les cas. Merci beaucoup à tous les deux. Et on en parlera la semaine prochaine, évidemment, mon cher Briac. Avec grand plaisir. Je t'attendrai au tournant. La suite, ce sont nos pages culture. On va se reposer un petit peu après avoir parlé baston. Et on va parler d'un nouveau phénomène dans le rap français qui a fait beaucoup parler de lui depuis son entrée. Son nom, Ino Casablanca, j'espère que je prononce bien. Avec une musique aussi riche que rythmée, il apporte un vent nouveau dans le paysage musical français et on retrouve Abderrahim pour nous en parler. Et oui, pour mon retour chez Fréquence et en ces temps pluvieux, je vous apporte un peu de soleil. Car oui, le soleil, je crois que c'est ce qui définit le mieux la musique d'Ino Casablanca. Il est né au Maroc, a grandi en Espagne et vit aujourd'hui en France. Et c'est cette diversité culturelle que l'on ressent dans sa musique et qui la rend si unique. Dans une époque où il devient assez compliqué d'inventer des nouvelles sonorités, Ino sait parfaitement comment puiser dans des styles existants et les sublimer à sa manière. Et tout y passe. Entre le raï, le zouk, le latino ou même la musique égyptienne, c'est un voyage qui va de Santiago à Bamako, comme le dit l'artiste lui-même. Et le dénominateur commun de tous ces morceaux, ce sont les percussions, omniprésentes dans sa musique. Ajoutez à ça une voix nonchalante et vous avez la musique d'Ino. C'est avec son 3e album Extasia, sorti le mois dernier, que le jeune rappeur est en train de péter le score. Et c'est un succès amplement mérité. Si vous n'aimez pas sa musique, c'est que vous n'aimez tout simplement pas danser. Et si vous n'aimez pas danser, est-ce que vous aimez vraiment la vie ? Je pose la question. Mais trêve de blabla, ma chronique touche à sa fin. Donc pour le plaisir de vos oreilles, on se quitte en douceur avec Quitte-les, un titre de l'album. Merci beaucoup Abderrahim. En tout cas, du coup, je vais tâcher d'apprécier la musique. Et je dois avouer qu'avant de préparer l'émission, je ne connaissais absolument pas ce monsieur. Et c'est là toute la richesse de Jeudi l'Info, c'est qu'on en ressort toujours plus instruit qu'à l'arrivée. Expert en foot, mais pas que. En tout cas, il ne visionne que du Made in France. Louis est de retour sur ce plateau pour nous présenter la série Des Vivants, produite par France Télévisions, qui revient sur les attentats du 13 novembre 2015. Rebonsoir Louis.
Bonsoir Briac, exactement, donc du soir des attentats jusqu'à la reconstruction. Voici le thème abordé donc par la nouvelle série création de France Télé. Elle s'appelle Des Vivants et elle cartonne sur leur plateforme. Donc c'est une série de 8 épisodes, elle retrace donc le parcours de reconstruction entre plusieurs personnes présentes pendant la prise d'otage du Bataclan, qui ont vécu donc l'horreur pendant 2h30. On apprend donc détail par détail le calvaire qu'ils ont subi et l'impact psychologique que chacun en garde depuis. Plusieurs fois par mois, on les retrouve dans le même bar pour se remémorer quelques moments et partager quelques rires pour avancer tous ensemble. Les potages, comme ils aiment l'appeler, c'est-à-dire la contraction entre potes et otages, nous offrent donc des moments d'émotion et de partage comme rarement des séries sur la thématique du 13 novembre ont pu le faire par le passé. Donc c'est porté par un casting qui est avec Benjamin Lavergne, donc à l'affiche pour Enfant phare et Dans le sens de la fête, qui est bien connu, ainsi que Félix Moati, connu pour le film LOL, qui vont parler sûrement aux filles qui nous écoutent ce soir, et qui a séduit donc pour la diffusion du premier épisode presque 2 millions de personnes. Et alors j'ai cru entendre qu'il y avait une petite polémique quand même autour de la série. Légère polémique, oui. C'est une série qui a effectivement donc, créé cette semaine un petit bad buzz auprès des familles de victimes notamment, qui n'ont pas forcément apprécié de voir des scènes de la série au Bataclan même se produire. Arthur Desnouveaux, par exemple, qui est le président de l'association Life for Paris, donc l'association d'aide aux victimes pour le 13 novembre, qui représente donc de nombreux rescapés, a dénoncé la démarche avec « Certains trouvent indécent de reconstituer la scène du drame, la même où ils l'ont vécu et où leurs proches sont morts », expliquait-il. Donc la série, pour finir, est disponible depuis le 1er novembre et sera diffusée jusqu'au 15 novembre sur les antennes de France Télévisions, que ce soit en direct ou en replay. Merci beaucoup Louis, ça vaudra toujours le coup de se remémorer ces événements quand même assez dramatiques. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je rappelle que ce samedi, le 15 de France fout une énorme rouste aux Sud-Africains, ces imposteurs. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les jeudis, à 19h. Jusque-là, portez-vous bien, bonne soirée et à la semaine prochaine.